En matière économique, l'Afrique fait mieux que les autres continents. Sa croissance, 4%, est un point au-dessus de la moyenne mondiale. Mais cette réussite est fragile. L'épidémie d'Ebola est venue le rappeler. Un paradoxe qui était au centre des discussions du 14e Forum économique mondial sur l'Afrique, qui s'est tenu hier à Paris. Forum organisé avec l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Avec nous pour en parler, Carlos Lopez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique. Alors je le disais, une croissance de 4% en Afrique, beaucoup en rêvent. À quoi imputez-vous ce dynamisme ? En tout cas, c'est déjà un dynamisme qui a une décennie et demie, donc c'est assez soutenu. Et je pense que nous pouvons très facilement dire que 2/3 viennent de la consommation interne, en partie propulsée par la croissance démographique, mais aussi par la classe moyenne qui est montante. Et 1/3 vient des prix des matières premières qui montent. C'est une croissance, vous le dites donc, qui se diversifie également. En quoi est-ce important pour le continent africain et son économie ? En Afrique, le débat, c'est surtout sur la transformation structurelle de l'économie, parce que cette croissance n'a pas produit d'emploi, elle n'a pas vraiment altéré lourdement les tendances sociales. Donc, les gens sont en quête vraiment d'une croissance qui soit transformée dans une qualité de vie qui n'est pas encore là. Et ceci veut dire que nous devons vraiment voir quels sont les éléments qui ne permettent pas actuellement que cette croissance produise les résultats escomptés. Et on peut dire pratiquement 3 choses. C'est l'agriculture qui a une productivité très basse, c'est le manque d'industrialisation et c'est aussi les services qui sont en train d'exploser mais qui sont complètement informels, donc n'intègrent pas l'économie moderne. Alors comment faire pour maintenir ce niveau de progression, 4% de croissance ? Bon, justement, le débat sur l'industrialisation est devenu maintenant un débat continental. Tout le monde en parle et ce forum a eu l'opportunité vraiment de voir comment les chaînes de valeur mondiales peuvent contribuer à cette création d'une dynamique d'industrialisation dans le continent. C'est le seul continent, après tout, qui n'a pas eu vraiment sa révolution industrielle. Et je suis très optimiste sur les possibilités qui s'offrent en fonction d'un certain nombre de points d'entrée qui sont vraiment en faveur de l'Afrique. J'ai déjà signalé la croissance démographique, mais on peut ajouter par exemple le fait qu'avec les matières premières, nous pouvons vraiment avoir une porte d'entrée pour l'industrialisation. Exporter des produits manufacturés sur le continent africain pour les exporter à l'étranger, c'est envisageable ? C'est envisageable et c'est les deux en effet. Il faut déjà commencer par le marché interne africain qui est en croissance. Je vous disais tout à l'heure que 2/3 de la croissance viennent déjà de la demande interne. Donc, il ne faut pas qu'on continue à importer de la pâte de tomate ou du yaourt. Donc, il y a des processus de transformation très légers qui peuvent déjà créer pas mal d'emplois. Et par la suite, il va falloir vraiment sophistiquer cette production et essayer d'importer un certain nombre d'industries qui actuellement sont en Asie et qui peuvent vraiment être délocalisées vers l'Afrique. Alors, on parle souvent, s'agissant de l'Afrique, de corruption, de biens mal acquis, de détournement de fonds publics. Est-ce qu'il y a des progrès en la matière ou est-ce que vous êtes toujours inquiet ? Il y a des progrès. L'indice de gouvernance Mo Ibrahim, qui est l'indice d'autorité dans ces matières, vient d'être publié. Il montre encore une fois, ça se passe depuis 10 ans déjà, que l'Afrique fait des progrès dans le domaine de la gouvernance. Bien sûr, il y a de la corruption en Afrique, comme il y en a un peu partout. Je pense qu'il faut vraiment voir le côté positif, qu'il y a eu... Mais justement, qui sont les bons élèves ? Il y a pas mal de bons élèves. Je n'aime pas qu'on mette seulement quelques pays dans cette catégorie parce que certains font très bien dans la gestion macroéconomique, d'autres font très bien dans le climat des affaires, d'autres font très bien dans la participation citoyenne, mais ils ne sont pas toujours les mêmes. Vous qui suivez donc ces dossiers économiques de très près, vous êtes en charge de ce secteur à l'Organisation des Nations Unies, où en est-on de l'impact de l'épidémie Ebola sur les économies des pays d'Afrique de l'Ouest notamment ? Bon, il faut d'abord dire que c'est tragique et qu'il y a vraiment 2 types de conséquences économiques. La première, sur les pays affectés en tant que tels, je crois que c'est vraiment un effet dévastateur parce qu'il y a une multiplication des cas et il y a une déviation très importante des ressources publiques pour faire face à l'Ebola, ce qui veut dire qu'il y a déjà une pression fiscale assez conséquente. Et bien sûr, avec les interdictions de commerce et autres, nous avons vraiment une situation assez frustrante et qui va s'aggraver. Et après, il y a la conséquence aussi collatérale, parce que l'Afrique est toujours vue, du point de vue pessimiste, comme une amalgame
de tous les pays. Donc on ne voit pas le fait que Ebola, Mais quelle est la priorité aujourd'hui? On a vu une décision très critiquée, par exemple celle de fermer les frontières aériennes, d'abord y compris pour des raisons sanitaires et de prévention. Des organisations comme Médecins sans frontières ont dit que ce n'est pas efficace. En termes économiques, est-ce que selon vous c'est une mesure efficace? Non, ça ne fait aucun sens. L'OMS l'a dit, l'Organisation de l'aviation civile l'a dit, Médecins sans frontières et d'autres. Tous ceux qui connaissent le dossier médical savent que ce n'est pas efficace. Et les 3 pays affectés représentent 1% de l'économie africaine. On ne parle plus de 99%, on parle de ce groupe de pays qui, effectivement, malgré toute la tragédie, ne représente pas vraiment les grandes tendances du continent. Est-ce que ça ne pose pas aussi la question des infrastructures? Bien sûr, parce que dans ce cas de figure, c'est les infrastructures sanitaires, le fait que le système de santé n'est pas là pour répondre à ce genre de préoccupations. Mais il faut dire aussi que c'est 3 pays qui sortent d'une situation de conflit. Merci à vous, Carlos Lopez. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique.